qui est super chouette, c'est que comme ce sont des classiques, on peut en avoir cette image un petit peu poussiéreuse, les Trois Mousquetaires avant que Juliette et d'autres amis en fassent des dessins, jamais de ma vie je l'aurais ouvert. Et pourtant, c'est une approche un peu plus pop qui m'a permis de rentrer dedans. C'est l'idée que des artistes puissent à nouveau interpréter ces classiques-là à leur manière, avec leur sensibilité, parfois plus jeune que ce que peuvent proposer d'autres maisons d'édition, que je trouve très pertinent pour ce projet. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo qui, comme vous pouvez le voir, est un petit peu différente. Vous le savez, j'adore me poser des questions et j'aime bien aussi qu'on m'y réponde. Ça, c'est plutôt sympathique. Et donc, j'ai voulu m'intéresser pour cette vidéo au livre et ce qui se cache derrière le livre. Et donc, pour ça, cette vidéo est réalisée en partenariat avec la maison d'édition La Belle Ouvrage, dont le but est de faire des beaux livres, vous allez le voir tout à l'heure, et de nous faire découvrir ou redécouvrir des classiques. Je vous mets un petit peu l'eau à la bouche quand même, comme ça, vous le savez. Pour les prochains titres qui vont sortir chez La Belle Ouvrage, on a Le Portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, illustré par Anouk Faure, Orgueil et préjugés de Jane Austen, illustré par Anaïs Flonnier, et enfin Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, illustré par Juliette Brocal. On aura les illustratrices dans quelques minutes, mais revenons-en à La Belle Ouvrage. Ils ont un modèle économique assez intéressant puisqu'ils ont décidé d'aller vers une campagne de financement participatif. Ils sont aussi en partenariat avec Babelio. J'en ai dit beaucoup, ça va maintenant être le temps pour moi de les présenter. Nous avons donc César. Hello. Et Julie. Bonjour. Alors Julie, toi tu as été chef de fabrication puis directrice de production chez Brajlon. Et donc César, toi tu as travaillé comme responsable marketing et porte-parole aussi chez Brajlon. C'est une équipe qui se complète plutôt bien en tout cas. Alors je vais commencer mes petites questions si j'arrive à les remettre dans l'ordre. Oui, tout à fait. Lancer une maison d'édition en 2026. Il y a quand même de très gros groupes et c'est difficile de faire sa place. Il y a 5 gros groupes en gros qui se partagent le marché et une myriade de petites maisons d'édition. Je crois qu'en termes de nombre, on est à 10 000. Aujourd'hui, dont la moitié qui est effectivement active, donc qui publie des livres, qui publie au moins un titre par an. Donc voilà, nous on est juste... Et l'autre moitié pas active par contre? Oui. Ok. Il y a pas mal de maisons qui se créent et qui lancent moins d'un titre par an, en gros. D'accord. On a eu trop confiance de penser que notre projet peut plaire, qu'il est un peu nouveau par certains aspects et que donc ça peut fonctionner. Vous avez aussi le parti pris de republier des classiques. Est-ce que c'est risqué? Ou est-ce que c'est à la fois, au contraire, déjà une bonne manière de peut-être faire découvrir des classiques à des personnes qui n'en ont pas lu ou n'en liraient pas, puisque vous avez une partie illustrée aussi, donc c'est vraiment ce côté beau livre où on prend le temps de se poser, etc. Donc est-ce que c'était un risque ou est-ce que c'était plutôt quelque chose de rassurant pour vous, plutôt que de devoir recevoir des manuscrits de personnes et de devoir choisir quel livre à publier? Le projet initial, quand Julie me l'a proposé, en fait, on savait qu'on aurait une relation très simple avec les auteurs, vu qu'ils sont morts depuis quelques décennies. Tout l'intérêt, c'était qu'est-ce qu'on fait pour que ces bouquins qui sont très connus, que beaucoup de gens ont lu ou que beaucoup de gens disent avoir lu sans l'avoir jamais fait, qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf en fait? Et c'est comme tu l'as mentionné en fait, notamment l'aspect illustratif qui nous a fait dire on tient sans doute un concept. Oui, non, c'est clairement rassurant. C'est plus facile pour débuter une maison d'édition parce que on connaît ces textes. Avant de décider des titres, on avait une liste de nos des romans qu'on avait envie de publier. Donc c'est clairement une facilité à plein d'égards. On est une réédition supplémentaire. En l'occurrence, nous, on a choisi de les faire illustrer par des artistes contemporaines qu'on aime beaucoup. Donc, pour le coup, c'est vraiment des jeunes artistes contemporaines qui apportent leur regard sur l'œuvre. Et on a choisi aussi de passer par des préfaciers qui, pareil, vont apporter un regard un peu plus neuf et inclusif sur l'œuvre. Et est-ce qu'il y aura des textes inédits à certains moments ou vous préférez rééditer des textes pour le moment? Dans un monde merveilleux, oui. La Belle Ouvrage, dans un premier temps, ce sera ces 3 bouquins-là et advienne que pourra. Et encore une fois... Je vois. Et pourquoi vous avez choisi ces trois textes-là, justement? Quand Julie m'a présenté le projet, il y avait plusieurs textes, plusieurs romans. Si je dis pas de bêtises, t'avais déjà un affect pour certains d'entre eux, mais en plus de ça, une liste, et t'as poussé les bouchons à faire une étude de marché pour savoir lesquels ont été extrêmement publiés, mais aussi lesquels continuaient d'être achetés parce que lus. T'avais croisé des classements, si tu peux,
Babelio notamment, on a croisé avec les trends TikTok, ce genre de choses. Oui, Donc, oui. On a des statistiques sur les ventes des livres de manière globale, donc on a fait plein de croisements. Il y avait nos envies. Et est-ce que c'est des titres qui pourraient plaire? Ouais, je trouve ça hyper intéressant que vous soyez allés voir sur TikTok. Ça fait un peu partie des questions que j'avais. C'est vous êtes vraiment dans cette mode entre guillemets du beau livre qui en plus marche beaucoup sur TikTok. Et je me demandais, est-ce que votre maison d'édition elle a cette ambition d'être destinée aussi aux jeunes? Ah bah bien sûr. On a envie d'être lu par le plus grand nombre de personnes. Dans l'absolu, on espère toucher le plus grand monde et pas que les CSP+, qui pourront débourser quelques dizaines d'euros parce qu'on a conscience que ce sont des bouquins chers. Mais au-delà de ça, on espère que la majorité des lectrices vont pouvoir s'approprier ces ouvrages et qu'ils puissent participer à leur histoire de lecteurs et de lectrices. Et je pense que l'aspect illustratif résonne avec cette envie, en fait. En l'occurrence, si on a demandé, alors on n'avait pas là aussi une liste de tous les illustrateurs et illustratrices avec qui on aimerait bien travailler un jour, et celles avec qui on collabore aujourd'hui, on est ravis. Chacune arrive à apporter quelque chose justement à l'œuvre à laquelle elles se sont attachées, et c'est une des raisons pour laquelle on espère que ces bouquins vont toucher le plus large public possible, et que ce seront des bouquins qui seront lus, que ce seront des objets qui vont être exposés. Effectivement, on est dans le cadre du livre qu'on a envie d'exposer dans sa bibliothèque, clairement. Et par nos expériences, et moi d'autant plus, effectivement, j'ai pu constater que les jeunes, y compris, avaient envie d'avoir des beaux livres. Enfin, c'est des beaux livres dans une belle bibliothèque, c'est chouette, et voilà. Donc on est un peu dans ce mouvement-là, on va dire, voilà. Donc moi j'espère bien que les jeunes seront intéressés. En tout cas, moi, je les ai vus, ils m'intéressent beaucoup. On a parlé un peu du fond, on va parler maintenant de la forme et de l'objet. C'est même ce qui vous a motivé au tout début de ce projet. Pour le choix de l'objet, comment est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé au niveau de la fabrication un peu de A à Z? Alors en fait, c'est un peu la particularité de la maison, c'est-à-dire que j'ai commencé par ça, étant une fabricante d'origine. L'idée de base, c'était de faire un très bel ouvrage tel que je l'entendais, avec un étui, etc. J'avais un objet en tête qui n'était pas forcément faisable techniquement par l'ensemble des imprimeurs avec qui je travaille habituellement. Donc il y a eu tout un temps de recherche et développement. Voilà, j'avais une idée et vraiment je concevais cet étui comme un tableau. Voilà, j'avais envie d'un livre tableau. Ça nécessitait des ajustements techniques avec les imprimeurs. Donc en termes de recherche et développement, j'ai bien passé 1 an et demi d'aller-retour avec les imprimeurs avec qui je travaille habituellement pour arriver à définir techniquement l'objet. Voilà. Donc là on y est, on est bon, mais il a fallu 1 an et demi et je dois avoir. Et c'est quoi qui définit le choix des matières, par exemple? Tout est à choisir dans l'objet livre. Hein. On va passer quel type de carton, quel type de revêtement pour l'étui, quel type de revêtement pour le livre, les illustrations, on les met où, est-ce qu'on met de la titraille, est-ce qu'on n'en met pas, et toujours avec cet objectif de faire un espèce de tableau. Et de jongler avec ce qui est possible techniquement et ce qui l'est pas. Donc pareil, il y a des fois j'avais des envies, c'était pas possible techniquement parlant. Et donc voilà, c'est... Tout est un choix sur l'objet, le papier, qui est évidemment un choix essentiel. À quel moment les illustratrices, elles rentrent dans l'histoire? L'illustration arrive plutôt en fin de projet, une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire. Encore une fois, nous, on a fait le choix de mettre les artistes en avant, donc on leur a laissé carte blanche, ou presque, sur ce qu'elles avaient envie d'illustrer. Dans une autre maison d'édition, on peut être un peu plus dirigiste et donner des consignes. Là, nous, c'était pas du tout notre cas, c'était qu'est-ce que ça vous inspire? Okay. On s'est retrouvés avec 3 illustratrices françaises jeunes qui apportent chacune un décorum au livre qu'on leur a confié, et en fait tout a coulé de source très vite. Généralement c'était une réunion pour te proposer le projet, et dans la seconde non, en fait je vais partir dans cette direction. Je prends ça pour un oui, alors ça veut dire que t'as accepté le deal, et en fait c'était ça n'a pas été très compliqué, on les remercie d'ailleurs. On a reçu un accueil enthousiaste
Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Bon, bah tant mieux, on va les accueillir tout de suite pour répondre à quelques questions. Je vous retrouve juste après. C'est l'heure de faire rentrer les illustratrices. C'est parti. Eh bien, ça y est, on a de la chance. Nous avons nos fabuleuses illustratrices autour de cette table. On a du beau monde. On a d'abord Anouk Faure. Merci d'être là pour cette émission. Tu es illustratrice du portrait de Dorian Gray, c'est l'un de mes livres préférés. Et tu es artiste plasticienne et romancière. Ça en fait des cordes à ton arc. Nous avons aussi Juliette Brocal. Tu es l'illustratrice des Trois Mousquetaires et tu es aussi illustratrice passionnée par les contes. Je trouve ça trop mignon. Tu fais aussi du character designer dans l'animation. Et enfin, nous avons Anaïs Flony. Tu es l'illustratrice d'Orgueil et Préjugés, roman que j'ai aimé et détesté à la fois. On pourra peut-être en reparler. On en reparlera. Et tu as publié ta propre BD, Rivage lointain, chez Dargaud. Exactement. Merci beaucoup d'être là. On va parler justement un peu de l'illustration puisque ça accompagne complètement les livres de La Belle Ouvrage. Déjà, j'ai une question pour chacune d'entre vous. C'est quel est le rapport que vous avez aux œuvres que vous avez illustrées? Donc, Les Trois Mousquetaires, Le Portrait de Dorian Gray et Orgueil et Préjugés. Je vais faire un mea culpa pour commencer. J'ai lu Orgueil et Préjugés après qu'on m'ait proposé le projet. Et je n'avais jamais lu de Jane Austen de ma vie. Mais là où peut-être que je n'avais pas lu le support papier original, pour autant, j'avais une image mentale très vive quand on me disait Jane Austen. On voit l'époque Régence. À vrai dire, quand on pense à l'époque Régence, on fait du Jane Austen et on oublie qu'il y avait aussi d'autres choses dans la société à ce moment-là. Mais c'est un univers dans tous ces romans qui est tellement fort, qui a une imagerie populaire qui immédiatement vient à l'esprit et il n'y a pas besoin d'avoir lu les romans pour tout de suite savoir visuellement de quoi ça parle. Que ce soit par les illustrations, par les fashion plates, par toutes les adaptations en film et en série qu'il y a pu avoir, l'imaginaire de Jane Austen existe en à peu près n'importe qui un jour a mis un œil sur Pinterest. Et c'était amusant parce que là où je m'attendais forcément à la partie romantique torride, avec la main qui se frôle, ce genre de choses, j'ai plutôt été surprise par le côté hyper tranche de vie de Jane Austen et ce côté très petit portrait de famille où j'en apprenais autant sur les autres membres de la famille que les deux amoureux principaux et leurs horribles personnalités. Et je sens qu'on a le même avis. oui. Mais c'est vraiment cet axe-là que j'avais envie d'avoir, un peu une sorte de cocon où on apprend sur la famille, sur les personnages, cette petite bulle temporelle qui appartient qu'à eux, cette histoire qui est avant tout aussi celle de Lee, qui accorde beaucoup de place à Darcy, qui n'en mérite pas forcément beaucoup. Et également, l'idée était vraiment de pouvoir jouer avec les codes des illustrations de cette époque sans pour autant tomber dans tout ce qu'on avait pu voir avant. Et donc l'idée pour toi dans l'illustration, ça a été aussi peut-être de te réapproprier l'histoire en elle-même et de montrer ces tranches de vie qu'on a moins l'habitude de voir d'habitude. C'est cela, c'était pouvoir avoir des moments avec les personnages dans leur maison, qui vont être dans leur bulle, dans leur moment à eux, où on ne les voit pas forcément interagir parce que dans cet imaginaire justement très Austen, il y a beaucoup de et puis ça se frôle, etc. Mais je trouve très intéressant aussi cette intimité qu'ils vont avoir en lisant de leur côté, en parlant d'un endroit qu'ils aiment, en sachant que la famille est en arrière-plan et puis qu'ils discutent. C'est très très vivant, même si on ne dit pas grand-chose. Ouais, ok. Et toi, Anouk, c'était quoi ton rapport à ce livre, au portrait de Dorian Gray? Ça a été un de mes livres préférés à une époque, à tel point que je m'étais mis en tête d'avoir une collection de romans de Dorian Gray dans toutes les langues. Et donc je l'avais en français, en anglais, et après je l'avais genre en hongrois et en polonais, et malheureusement ma collection s'est arrêtée là. Et en fait j'aime beaucoup de façon plus générale le roman gothique, la façon dont on va tisser des atmosphères très sombres, très denses, ce rapport très exubérant à l'émotion, à l'émotivité des personnages. C'est rarement des personnages qui vont très bien dans leur tête et qui sont très modérés dans l'expression de leurs émotions. Le roman gothique, et dans Dorian Gray, c'est très vrai. Et voilà, et comme mon premier roman, La Cité diaphane, c'est aussi un roman gothique, c'est vraiment une identité littéraire dans laquelle je me retrouve. Et alors j'avais pas forcément envisagé, moi, directement de l'illustrer jusqu'au moment où César me l'a proposé. Et là, je me suis dit, bah oui, évidemment. C'est tombé sous le sens. Trop chouette. Et toi, du coup, Juliette, avec Les Trois Mousquetaires? Alors moi, je suis très grande fan de Dumas, de son univers de manière générale et tout particulièrement de la trilogie des Mousquetaires.
En fait, je l'ai lu il y a 5 ans à peu près. Et en fait, avant ça, j'avais lu Le Comte de Monte Cristo, que j'avais adoré, qui était vraiment parmi mes livres préférés. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, j'ai envie de me replonger dans l'univers de Dumas, je vais relire Le Comte de Monte Cristo. et puis finalement, je me suis dit, non, c'est pas, je vais lire Les Trois Mousquetaires parce que c'est une histoire qu'on a l'impression de tous connaître. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas tant une vision claire de ce qui se passait dans ce livre. Et je l'ai lu, et en fait, j'ai été vraiment très surprise. Et ça m'a, j'ai été impressionnée en bien, en mal, de toutes les manières, parce qu'en fait, j'ai trouvé dans cette histoire un style d'écriture et des personnages qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais vu dans les films, dans la culture populaire. On a cette image très lissée, très, ça met beaucoup en avant l'honneur, la camaraderie pour la France. Enfin, il y a une espèce de truc hyper épique dans le sens, très héroïque en fait. Et en réalité, ces personnages-là, ils ont vraiment beaucoup de défauts. C'est un peu, on sent qu'il y a cette notion que ça se passe sur la fin de la chevalerie. Ils sont ils sont à moitié héroïques, à moitié roublards. Ils ont pas une thune à des moments dans l'histoire. Il y a un côté très gris dans ces personnages-là, qui font des choses très douteuses plusieurs fois dans l'histoire. Il y a aussi un petit peu de la même manière que ce que décrivait Anaïs, des passages qui sont beaucoup plus tranches de vie, qui décrivent un petit peu un groupe d'amis un peu chaotique qui essaye de s'en sortir dans le Paris du début du XVIIe siècle. Et en fait, j'ai adoré. J'ai vraiment découvert une histoire que je pensais connaître et qu'en fait je connaissais pas du tout. Et des personnages pareil qui ont vraiment des personnalités très marquées au-delà des archétypes qu'on connaît tous. Et qui sont ancrés aussi dans. Enfin, moi, j'adore l'histoire. C'est ce qui me passionne le plus à représenter. Ça m'a fait découvrir cette période du XVIIe siècle. Et sous la plume de Dumas, c'est toujours très amusant parce que il a cette approche où il a ce goût de l'histoire, mais c'est pas non plus hyper précis quoi. Il est capable. Enfin, il va contourner le réel et tordre un peu la réalité pour que ce soit plus amusant, pour que ce soit fun. On sent que c'est de la littérature populaire. C'est du feuilleton. Du coup, il y a ce côté. C'est vraiment. On faisait souvent la blague avec des amis que c'était le premier shonen. Qu'il y a vraiment ce truc de. C'est des aventures avec des personnages un peu chaotiques qui ont. Et le côté sérial aussi qui était très important à l'époque. Les gens le lisaient semaine après semaine. Donc oui, on a fait souvent cette blague là. Je pense que ça a intrigué beaucoup de gens qui ont vu une autre vision que celle qu'on voit dans les films de KPDP qu'on a tous un peu en tête, même si on les a pas forcément vus quand on était gamin quoi. Mais et du coup il y a eu un peu un petit mouvement qui s'est fait. On a été plusieurs artistes qui se sont retrouvés autour de ces romans là. On a exploré l'œuvre de Dumas plus loin. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré César qui m'a proposé ce projet. Lui aussi est fan de Dumas. Donc c'était un peu une évidence pour nous que ce serait un des romans qui nous paraissaient les plus pertinents quoi. Et ça t'a pas fait peur? Ça t'a pas été intimidé à l'idée de devoir illustrer un roman qui est aussi long? Aussi long, oui. Je pense que le fait que je le connaisse vraiment très bien, ça me rassure un peu. Il y a un côté assez familier et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant, mais le roman, il est vraiment découpé en 2 parties, avec une partie de battement au milieu, et du coup, ça structure assez bien dans ma tête, et je pense le fait que ce soit plus long, c'est pas forcément plus compliqué, je pense. Ok. Ouais. Il y a une question que je me posais aussi, c'était sur le style graphique. Comment est-ce que vous vous êtes décidé? Ça, c'est une question plutôt Anaïs que j'avais envie de te poser. Ce que je trouve intéressant dans ce projet de manière plutôt globale, c'est que, comme disait Juliette, c'est des livres qui, l'air de rien, sont assez connus et qui, justement, parce qu'ils sont connus, sont pas forcément lus. Par exemple, Dorian Gray. Je sais que je vais te décevoir beaucoup, Juliette, je ne l'ai toujours pas lu. Mais ce sera l'occasion. Et ce sera l'occasion, justement, ce sera l'occasion. Et en fait, ce qui est super chouette, c'est que, comme ce sont des classiques, on peut en avoir cette image un petit peu poussiéreuse, les Trois Mousquetaires, avant que Juliette et d'autres amis en fassent des dessins. Jamais de ma vie, je l'aurais ouvert. Et pourtant,
c'est une approche un peu plus pop qui m'a permis de rentrer dedans. Et justement, c'est l'idée que des artistes puissent à nouveau interpréter ces classiques-là à leur manière, avec leur sensibilité, parfois plus jeune que ce que peuvent proposer d'autres maisons d'édition, que je trouve très pertinent pour ce projet. Par exemple, le romantisme à la Jane Austen a été vu plein de fois, et certaines représentations sont pas forcément celles qui me plaisent moi. Là où j'ai été frappée dans l'œuvre, c'est que il y a beaucoup de films et de représentations visuelles qu'on peut avoir dans les années 50-60 du romantisme, qui je trouve sont très austéniens. On est sur la retenue, on est sur ne pas dire des choses, on est sur ce romantisme qui va être très très feutré et ne pas forcément montrer pour autant. Et c'est un peu cette idée-là que j'avais envie d'apporter dans le livre, pas uniquement parce que j'ai un style déjà inspiré des années 50-60 et que c'est plus facile, mais c'est un univers qui me plaît beaucoup et en fait c'est des inspirations qui ont sûrement été déjà puisées dans cette époque-là et dans ces livres. Donc l'idée d'avoir quelque chose à la fois centré sur les personnages et sur leur bulle dont on parlait tout à l'heure, d'avoir tous ces espaces de vide où on permet aussi de se concentrer sur ce qui est raconté entre les lignes, et d'avoir ces cadres avec peu de couleurs, l'œil qui va avoir le temps de se balader, ces inspirations très graphiques, affiches années 50-60, et peut-être, si vous faites bien marcher le Kickstarter, d'autres illustrations qui, elles, seront beaucoup plus pop 60 dans l'idée justement de la tranche de vie et de petits moments Austen rencontre les pierres à feu, ce genre de choses. On a hâte de lire ça et de voir ça. J'avais une question aussi sur est-ce que vous avez eu des moments de désaccord ou des pistes abandonnées, je sais pas, peut-être Anouk par exemple. Quand même des imaginaires très fixes qui reviennent systématiquement et on voulait sortir un peu de ça. Et là-dessus, on était tous les deux, enfin toute l'équipe, d'accord assez vite là-dessus de pas être dans une représentation hyper stéréotypée du portrait, et au contraire, comment on pouvait traiter la figure de Dorian Gray. Moi, ce qui m'intéresse à travers ce personnage, c'est aussi que finalement c'est un personnage qui est très creux. Dorian Gray, c'est un personnage qui est finalement qui a pas une très forte personnalité, qui est très influencé par sa société, le côté très classiste de la société victorienne, par son environnement qui est manipulé par l'influence de Lord Henry, et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer à travers les illustrations, c'est-à-dire ce côté vraiment imprégné de l'influence de son environnement, de tout ce qui l'entoure, et finalement comment un homme est construit par les influences et le cadre dans lequel il est. Et je pense que c'est un sous-thème sociétal qui est important aussi dans l'œuvre d'Oscar Wilde. Donc voilà, là-dessus, c'était justement le point sur lequel on était vraiment d'accord d'entrée de jeu. Après, il y a eu des petits ajustements, parce qu'il y a aussi un côté un peu roman d'horreur, roman fantastique dans Dorian Gray. Voilà, c'est un roman gothique, comme on disait. Et on peut facilement partir dans des représentations assez inquiétantes, avec des insectes, des araignées, le côté manipulation. Moi, c'était un truc qui me parlait pas. On était là-dessus aussi assez d'accord. Un point, on va dire, de désaccord entre guillemets qu'on a eu, c'était que moi, donc avant d'être illustratrice, je suis dessinatrice et graveuse, et donc j'aime énormément le noir et blanc et le travail du pur noir et blanc, et voilà, travailler en texture très fine, à l'encre, vraiment sur des jeux de contraste extrêmement forts. Et c'est vrai que dans mon esprit, quand je me projetais sur l'illustration de Dorian Gray en premier lieu, je me disais j'ai vraiment envie d'y aller full noir et blanc, quoi, assumer jusqu'au bout le côté très tranché, en plus sur le sens que ça peut avoir vraiment justement sur le manichéisme, en fait, d'être vraiment en noir et blanc. Et il y avait dans ce cas-là moins un désaccord que la contrainte, en fait, du fait que ça s'inscrit dans une collection, que les deux autres ouvrages étaient en couleur, qu'il y avait aussi une volonté de travailler la couleur, et donc il a fallu que j'apporte cet élément de travail de lumière, de choix de couleur, qui n'était pas ce vers quoi moi spontanément j'aurais voulu tendre, mais que j'ai essayé d'amener de façon intéressante après, quoi. Ouais, et ça va, c'était pas trop frustrant. C'était un peu frustrant malgré tout, parce que après voilà, il y aura peut-être les autres illustrations à l'intérieur où là je pourrais aussi développer cet aspect-là. Et puis en fait, on a quand même essayé de trouver une sorte de compromis avec certains éléments de la campagne. De toute façon, je travaille tout le temps en 2 temps. Je fais mes illustrations en noir et blanc en tradi, donc à l'encre, et ensuite mes couleurs, je les fais quasiment systématiquement en numérique. Okay. Et donc j'ai de toute façon tout le temps ce travail en 2 temps quand je fais des couvertures. Donc là, j'ai quand même eu le plaisir du travail en noir et blanc, et après cette étape supplémentaire où il a fallu apporter encore une intention, une atmosphère différente.
Ok, bon, bah, sûr. Donc tu as pour toi à la maison la version en noir et blanc si besoin. Oui, l'original est en noir et blanc. C'est ça, tu as au moins Ouais. ça pour te consoler. Je me demandais aussi combien est-ce qu'il y a eu de propositions de maquettes avant que ça arrive à la version finale, Juliette. Peut-être que tu pourrais me répondre, même si je crois que vous avez à peu près toute la même réponse. Oui, en fait, je pense que pour nous trois, on a réussi à se mettre d'accord avec l'équipe assez vite. Après, moi, c'est vrai que par rapport à vous deux qui, je crois, si je dis pas de bêtises, abordiez l'œuvre un peu pour la première fois, moi, j'avais poncé. C'était au taquet. Ouais, moi, j'avais beaucoup travaillé sur Les Trois Mousquetaires et sa suite 20 ans après déjà. Et du coup, j'avais une telle familiarité avec le roman que c'était un petit peu difficile pour moi de sélectionner quelque chose qui soit à la fois iconique et pas vu et revu. Ouais. Et du coup, il y avait un petit peu cette question de comment est-ce que je peux répartir un petit peu ces éléments à la fois de familiarité et de spécificité entre donc la grande illustration de couverture et l'illustration du coffret. Et du coup, j'ai fait pas mal de propositions au départ. Je suis vraiment la première fois que j'en ai parlé du coup avec Julie et César, je leur avais amené une planche avec plein de petits thumbnails comme on dit, des petits croquis avec plusieurs propositions qui étaient soit des intentions qui n'étaient pas une scène en particulier du livre, mais et d'autres qui étaient des scènes spécifiques. Et ce que je savais en tout cas, c'est que j'avais envie de donner sa place à Milady, qui est donc l'une des antagonistes des Trois Mousquetaires, qui pour moi est vraiment un personnage remarquable par sa modernité, qui est souvent mal compris et mal interprété à mon sens dans les adaptations. Elle a, d'un côté, il y a cet aspect iconique parce qu'elle a donné lieu, je pense, à beaucoup de personnages de femmes fatales. Ouais. C'est un peu un archétype. Je pense qu'elle a été un peu à l'origine, ou au moins elle est l'une des iconiques archétypes de ce personnage. Alors qu'au final, je trouve que c'est pas vraiment cet archétype-là qu'on retrouve dans le livre. Donc j'avais envie de lui donner sa place. Et donc voilà, je suis partie avec cette idée que le coffret ce serait Milady et que la jaquette ce serait les quatre mousquetaires en l'occurrence. Et du coup j'ai fait plusieurs propositions dans ces deux directions-là. Donc en fait au début on est parti avec vraiment beaucoup de la d'options. matière. Et sur Milady, je crois que j'avais resserré, mais j'avais quand même fait. Je pense que j'ai dû faire quand même 3-4 propositions de composition qui étaient assez différentes et on a eu un petit peu de mal au début à se décider, pas par désaccord mais parce que en fait elles avaient toutes un petit peu des choses qui nous plaisaient et des choses qui nous plaisaient moins, donc ça a été je me suis un peu laissée guider aussi par Julie et César sur cet aspect-là. Sur la jaquette, c'est allé assez vite finalement parce que j'avais fait une proposition qui était un petit peu plus statique, qui était une scène iconique du livre, au début du livre, les duels au carme. Donc c'est la première fois qu'ils se battent tous ensemble. C'est là qu'il y a la fameuse phrase qui en fait n'est dite qu'une seule fois dans ces milliers de pages, tous pour un pour tous, et que qui est vraiment un cri de guerre dans toutes les adaptations, alors qu'en fait c'est vraiment juste. C'est parce que les gens ils ont pas lu après. Oui, c'est ça. C'est ça, ils ont lu jusqu'à ce passage-là. Mais c'est quand même un passage très iconique. J'avais envie de si je l'avais représenté, je pense que j'aurais essayé de trouver des moyens de l'approprier différemment. Mais finalement, on est parti sur quelque chose qui représente plus un peu l'âme de la modernité qu'on voit dans cette histoire. C'est beaucoup plus une scène dans l'action. Donc c'est un galop. Les personnages sont à cheval. Et ça m'a permis aussi un peu d'amener moi ce qui me plaît, qui est la mode historique. C'est un point qui je trouve est souvent un peu manquant dans les adaptations. Moi je trouve que une des choses qui m'a aussi captivée dans cette histoire, c'est la façon dont ça s'inclut dans le contexte historique, le goût que Dumas a pour cette histoire, cette époque qu'il décrit. Et souvent en fait il n'y a pas trop cette attention à la représentation du costume d'époque dans les adaptations qui ont un côté beaucoup plus aventure, qui se préoccupent un peu moins de ça. Donc là voilà, ça m'a permis de pouvoir représenter ces éléments-là, et puis une image dans l'action qui évoque presque un peu ça, parce que on en parlait avec César, il y a toujours cette blague de les Trois Mousquetaires c'est le premier shonen, et au final j'ai peut-être un peu fait une couverture de shonen avec des personnages dans l'action très très dynamiques, voilà. Et sinon, on a fini par se décider sur une option pour Milady aussi, pour le coffret. Mais au final, il y a eu quand même pas mal de propositions au départ.
Trop cool. Et bah pour découvrir tout ça, il faut aller sur Ulule très rapidement pour aller découvrir vos illustrations. J'ai moi-même hyper hâte de les voir en vrai. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. Je vous l'ai dit quand vous êtes arrivés tout à l'heure et j'y repense maintenant, vous avez vraiment chacune l'esthétique du livre que vous illustrez. Donc ça tombe à pic. Donc merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Nous sommes de retour avec les fameux éditeurs, puisqu'on va parler d'argent. C'est un des grands sujets de pourquoi Donnez-nous-en plein. Donnez-nous de l'argent. C'est un des grands sujets. Comment se lancer aujourd'hui dans cette économie pour avoir une maison d'édition. Donc concrètement, déjà, ça coûte quoi de fabriquer un livre? Ça dépend, évidemment. Ça dépend. La question n'est pas simple. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais si je dois répondre de manière très courte, en gros, ça dépend du tirage et ça dépend de l'objet. Sur le prix de vente d'un ouvrage, le coût de fabrication, il va de 8% pour des livres qui coûtent pas très cher sur des gros tirages, type poche, et voilà, qu'on va tirer à 5, 10 000, voire plus. Exemplaires, et ça va jusqu'à 20-25% pour des objets reliés sur des petits tirages. Voilà. C'est vraiment en fonction du tirage et de l'objet qu'on veut faire. Ok. Et j'imagine ça coûte plus cher quand il y a de l'illustré. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas ça qui est le majeur. C'est pour le coup dans ce qui coûte cher dans l'impression, c'est le papier. Le papier, c'est la moitié du coût d'impression global quand même. Donc le choix du papier est crucial, ce qui explique parfois qu'on choisisse un papier d'un peu moins bonne qualité ou voilà, c'est énorme effectivement. Ce qui ne sera pas notre cas. Non. Alors si on doit rapporter ça à nous on est pour l'instant les coûts de fabrication c'est 50% du prix du livre. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais, okay. Mais c'est notre choix. Enfin, voilà. Il y a des raisons à ça, c'est qu'on imprime a priori en France, on se permettra peut-être de passer une frontière, mais pas 14. On n'imprimera pas en Chine, voilà. On fait en sorte de chouchouter les auteurs. Alors, ce que je vais avancer là, je les intègre dans les frais de fabrication, mais ça aurait pu être une question que tu aurais pu leur poser. Combien elles gagnent, les autrices, les illustratrices? On a fait en sorte de bien les rémunérer. D'après ce que nous ont dit, on est dans la marge haute des clients qu'elles peuvent avoir. Ça nous convient très bien parce que y a une volonté de bien faire les choses. Et il y a aussi le fait que après on s'est mis quelques certains pourraient dire boulets au pied, mais on va pas utiliser d'intelligence artificielle. On a réellement voulu faire le projet le plus vertueux possible. C'est une bonne chose. Et puis, on n'a aucune idée du tirage. Voilà, c'est pour l'instant. Donc, du coup, effectivement, on part plutôt sur des petits tirages en faisant du très, très bel objet. Donc, forcément, voilà. Et c'est en ça que le financement participatif s'est imposé d'emblée, parce que on va certainement imprimer un peu plus de copies qu'on nous précommandera pendant la campagne, mais on va pas faire 10-20 000 de plus pour inonder un marché qu'on ne va pas toucher dans un premier temps, vu qu'on est dans une économie du livre parallèle, on en a conscience. Déjà, c'est des ouvrages qui coûtent très cher à fabriquer. Alors, on y a mis toutes nos économies, mais nos économies vont plutôt servir à financer le lancement de la maison. L'idée, c'est de pouvoir financer la fabrication des ouvrages. C'est pour ça qu'on n'a pas d'ouvrage physique. On a, pour l'instant, on n'aurait pas pu nous financer avec nos économies la fabrication des ouvrages. Voilà. Donc, il y avait un côté un peu obligatoire. Et la deuxième raison, c'est quand même que effectivement on va ne fabriquer que ce qu'on aura vendu. Donc ça veut dire qu'il y aura pas de pilon et quand même écologiquement c'est pas mal. Voilà, quand on connaît les montants des pilons des maisons d'édition, c'est énorme. On doit trouver des curseurs de manière à ce que toutes les données, toutes les composantes de ce projet soient maîtrisables. Ce qui nous a paru vertueux, c'est que toutes les envies de fabrication qu'on a envie de produire dans le cadre de ce projet, la logique des paliers d'un financement participatif nous permet de les atteindre. Donc on aura, comme l'ont mentionné les illustratrices tout à l'heure, il y aura peut-être des illustrations intérieures, il y aura peut-être des choses, ça dépendra du succès de la campagne et des gens qu'on aura réussi à convaincre. Et justement, vous allez faire des plus petits tirages que, je sais pas, un gros groupe ou quoi qui pourrait publier plus. Ça coûte plus cher aussi de faire des petits tirages. Plus le tirage est faible,
plus le coût à l'unité est élevé, c'est proportionnel. Donc oui, on va faire des plus petits tirages et donc mathématiquement, nos coûts de fabrication sont plus élevés, voire très importants, puisqu'on parle de 50%. Voilà. Bon, après, il y a d'autres coûts qu'on n'a pas. Hein. On peut parler des droits d'auteur, qui du coup, qu'on n'aura pas à verser. C'était ma prochaine question, Voilà. ça tombe bien. C'était ma question d'après, c'est que vous avez choisi des auteurs et des autrices dont les œuvres sont dans le domaine public, donc ça veut dire qu'ils sont décédés depuis plus de 70 ans. Et ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des moments où d'un coup, il y a un livre qui ressort sous plein de versions différentes, avec des bandes dessinées, etc. C'est souvent parce que le livre vient de tomber dans le domaine public. Et donc il n'y a pas de droit d'auteur à verser. Vous, c'est le cas pour le début. J'imagine que ça a été une forme de soulagement aussi. Oui, ben ça rentre dans le modèle économique. Effectivement, on pourrait pas mettre autant de sous dans la fabrication si on avait des droits d'auteur à payer, évidemment. Donc oui, ça soulage grandement, effectivement. Après, on espère bien qu'on aura des droits d'auteur à payer un jour. Bien sûr. Et je me demandais, une couverture illustrée, ça coûte combien? Ça coûte quoi? Une couverture illustrée, ça dépend de l'artiste et des tarifs pratiqués, mais concrètement dans le prix de vente du livre, c'est pas la part la plus énorme. Après, c'est un certain coût, hein, c'est pour ça que certains éditeurs s'en passent, mais c'est clairement pas la plus énorme. La plus énorme étant si je prends le prix de vente, ça va être tout ce qui est diffusion-distribution du livre. Par exemple, un libraire prend entre 35 et 40% avec la distribution. Un distributeur prend entre 10 et 15%, un diffuseur, 10 et 15%. L'éditeur, finalement, il a entre, je crois, 35% sur le prix de vente final et entre 8 et 12% pour l'auteur. En gros, ça, c'est le schéma. Donc l'illustration vient participer au coût de fabrication et voilà, c'est pas énorme, mais quand on est ric-rac, ce qui est souvent le cas dans l'édition, parce qu'il faut savoir que je crois que les derniers chiffres, c'était 1 livre sur 10 que j'ai pu lire est rentable. Voilà, un livre va financer les autres. Donc effectivement, on est souvent très ric-rac, donc c'est quand même un coût qu'on peut hésiter à mettre, mais c'est pas le plus important. On a commencé à en parler aussi un tout petit peu tout à l'heure, c'est le fait que vous ayez des préfaciers. Ça, c'est un coût aussi supplémentaire. Mais il y a quand même des têtes, j'aimerais bien que vous puissiez nous les présenter. C'est une autre fierté dans le projet, effectivement, toujours dans l'optique d'avoir des gens qui puissent apporter un nouveau regard sur ces œuvres-là. Et donc là, en l'occurrence, on a évoqué énormément de noms, mais on a eu la chance assez rapidement d'avoir des oui. Donc on a notamment eu Rokhaya Diallo qui a accepté de faire la préface de Jane Austen. C'est quand j'ai vu qu'elle sortait le dictionnaire amoureux du féminisme, là ça a fait tilt en me disant oui, mais c'est cohérent, bien pourquoi évidemment. pas lui proposer. Et je pense qu'elle a apprécié notre démarche et que c'est pour ça qu'elle a accepté justement de nous faire cet honneur. Chez Oscar Wilde aussi, on est content d'avoir un duo. Oui, on aura Océan et Ezra Baudou, deux personnalités. Océan, voilà, pour ceux qui le connaissent, journaliste, comédien. Et il se trouve que je suis allée voir la pièce de théâtre qui s'appelle Dorian, et d'ailleurs à ce sujet, elle passe à Paris pour la Semaine des Fiertés en juin, le 22 et 23 juin, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai adoré la pièce, voilà. Donc Océan joue dedans, et c'est Ezra Baudou qui a participé à la mise en scène. Ils ont leur version du portrait de Dorian Gray que j'ai beaucoup aimé, et donc l'idée c'était qu'ils nous apportent leur regard à eux sur ce roman. C'est trop chouette. Voilà. Et pour conclure, on a Frédéric Sigrist qui connaît bien ces lieux-là, puisque c'est ici qu'il tourne son émission spin-off. Mais Frédéric, on se connaît un petit peu depuis 2-3 ans, et dans le cadre d'une soirée d'anniversaire,
je lui faisais mes compliments sur son émission qu'il avait fait sur France Inter à l'époque sur Dumas. On a beaucoup parlé de Dumas, on était éméchés, mais juste un peu. Et je lui avais dit, ça te dit rien de ces jours? On venait de commencer à parler avec Julie de ce projet. Et je lui ai dit, ça te dirait de préfacer Les Mousquetaires? Il m'a fait, oui. Il se passe un an, je reparle. Il me dit, t'as peut-être oublié. Je fais, mais non, je suis à fond. Et donc, lui, en plus, en tant que personne métisse, forcément, sans faire un transfert, mais Dumas est important pour lui parce qu'il le considère comme quelqu'un d'important dans la culture populaire française très vaste. Donc on est ravis d'avoir son éclairage aussi sur ce roman. Et donc du coup les préfaciers, c'est un gros budget à prendre en compte dans le livre à chaque fois? C'est comme les illustratrices, c'est un budget, oui, effectivement. C'est pas le plus gros, mais bien sûr, ça rajoute. Ça reste un budget. Ouais. Je tiens à préciser que illustratrices comme postfacier et postfacière, dans le cadre de la campagne, auront un bonus. D'accord. C'est-à-dire que on tient à faire les choses jusqu'au bout et à s'assurer qu'ils soient contents de cette expérience. Et autant les préfaciers seront révélés, ajouteront leur texte au 3e palier, si je me rappelle bien, et donc on révélera peut-être des postfaciers si la campagne suit son cours, mais une chose à la fois, encore une fois. Ok, donc juste pour être sûr de comprendre, s'il y a que le 2e palier par exemple, il n'y a pas les préfaces. Désolé. Il faut le 3e palier. Il a fallu qu'on rende les choses économiquement stables, et je crois qu'on a un bon curseur pour que nous on puisse produire les bouquins et que les différents partenaires qui nous font confiance dans cette aventure puissent être contents d'avoir mis du beurre dans les épinards et peut-être même un peu de parmesan. Du beurre dans les épinards et du parmesan. Oubliez ce que je viens de dire. Ça fait une recette particulière. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû renoncer à une idée pour des questions de coût? Bien sûr, souvent. Souvent. À quoi, par exemple? Par exemple, rien que le budget marketing, parce qu'on a envie, on porte ce projet depuis longtemps maintenant, donc on a envie de le faire connaître et voilà, le crier un peu sur tous les toits, mais tout ça, ça a un coût. Donc il faut faire des choix, et voilà, donc ça, on en a fait beaucoup à ce niveau-là. On a aussi fait le choix de faire plein de choses nous-mêmes parce qu'on n'avait pas l'argent. Donc, ce qui en même temps, moi, a développé un certain nombre de compétences et c'est aussi pour ça que j'aime cette aventure, c'est que j'ai appris plein de choses. Mais voilà, si on avait pu avoir un juriste, ça aurait été super. Bon, on n'en a pas. Voilà, donc on a fait des choix souvent. Ouais. Alors, on n'a jamais transigé sur la fabrication. Pour le coup, ça, c'est effectivement le poste et sur les rémunérations des artistes et des préfaciers. Le reste, voilà, tout est ajustement. Après, on est très content de notre dispositif de communication et t'en fais partie. Et ça fait quelques mois que je t'avais présenté le projet. Et il nous paraissait que t'étais la plus à même de présenter cette aventure. On a de l'influence, on a le partenariat Babelio que t'as évoqué tout à l'heure. On a beaucoup de chance parce qu'on se disait, on arrive, on est des newbies et il y a aucune raison qu'ils nous disent oui, faisons affaire. Et puis finalement, ils ont aimé le projet. Donc on a la chance d'avoir des gens qui ont répondu favorablement à la théorie de ce projet. Maintenant, le tout c'est d'entrer dans la pratique, mais on est quand même très 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 correctement accompagné. Et j'ai une dernière question pour vous, enfin avant-dernière question, mais je vous fais un peu la surprise. C'est une question sur ce qui peut-être vous a pris le plus de temps dans ce projet et que le lecteur et les lectrices ne verront pas. En gros 1 an et demi de préparation. Oui, par exemple toute la recherche et le développement dont je parlais tout à l'heure, c'est toutes les phases de questionnement sur l'objet, de comment faire en sorte que ça entre dans nos coûts, voilà. Toute la phase de commercial aussi. On avait une liste de titres, mais croiser des données pour voir si ça pourrait effectivement plaire et fonctionner. Par exemple, j'ai appris à rédiger un sondage, voilà, donc ça m'a bien occupé cet été. Diffuser, des faire contrats, de la compta. Oh là là, tout ce que j'aime. C'est ça, toute cette partie qui prend quand même beaucoup de temps et qu'on maîtrisait pas forcément avant, voilà. Mais bon. Trop chouette. Écoutez, félicitations, je ne peux qu'encourager ce projet. J'espère en tout cas qu'il est ambitieux, donc j'espère en tout cas qu'il marchera bien.
Donc j'encourage tout le monde à aller sur Ulule pour donner un maximum de moula. On rappelle que c'est en partenariat avec Babelio. J'ai une fameuse dernière question pour vous quand même. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce projet, dans cet objet que vous avez créé tous les deux? L'objet en lui-même, pour le coup. Mais qu'est-ce qui, dans l'objet, je veux dire, de quoi l'ensemble, tu es le plus fier? c'est-à-dire que le résultat final avec... parce que quand on pense l'objet au départ, voilà, on a une idée, mais on sait pas très bien où ça va finir. Et là, on a l'objet et surtout, on a les illustrations. Et c'est super. Voilà, c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça beau. Du coup, oui, j'en suis assez fière. Ouais. Et toi, César? Justement, le relationnel qu'on a eu avec les nombreux partenaires et qui ont tous on a réussi à leur faire partager notre vision et on a fait face à beaucoup de bienveillance de la part de tout le monde en disant non mais il y a un truc à faire effectivement. Donc on est et au sommet de cette pyramide là, c'est le relationnel qu'on a eu avec les illustratrices où ça s'est extrêmement bien passé et je parlais de Nounou tout à l'heure. En fait, on leur a confié un projet et en fait, beaucoup de comparaisons parentales, excusez-moi. Mais on a eu les échographies de nos bébés, puis les échographies sont devenues de plus en plus sérieuses, et puis jusqu'à ce qu'on voit les jaquettes et les coffrets. Et moi, j'ai eu vraiment des forts moments d'émotion pour chacun de ces bouquins quand on les a vus arriver. On a dit, ça y est, en fait, ça devient consistant et ça à différentes étapes. Effectivement, ça a permis de donner corps au projet. Donc, ouais, on est déjà ravis. Là, au moment où on fait cet entretien, on est dans encore des questions contractuelles et comptables. Donc, c'est pas la partie la plus fun. C'est pas le plus fun, mais quand la vidéo sera sortie, ce sera fun. Bon, encore félicitations. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu différente d'habitude et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être ici en plateau, de discuter avec des personnes. J'espère que vous aurez envie de soutenir La Belle Ouvrage sur Ulule. C'est déjà disponible dès maintenant. C'est dans la barre d'infos, dans la description. Suffit juste d'aller regarder, jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup au Studio 17 pour leur accueil. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!